Bonjour à tous, Anne-France Maria-Kerr, cofondatrice de La Fresque. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir pour notre 13e Lunch and Learn. J'espère, Axel, que tu n'es pas superstitieux. Au contraire, ça peut porter bonheur. Alors, les Lunch and Learn, vous le savez probablement, c'est un moment où on partage avec un acteur inspirant de l'économie circulaire. Acteur qui peut être une start-up, une entreprise établie, un éco-organisme, pourquoi pas, ou un acteur de ce secteur-là qui vient nous partager son expérience et son retour sur la fresque. Généralement, nos lunch and learn sont séparés en deux parties. Première partie, on laisse l'intervenant nous partager son message. Vous pouvez dès ce moment-là partager vos questions dans le chat et nous gardons une partie de l'intervention, les 20 dernières minutes, pour échanger avec vous et nous prendrons notamment les questions sur le chat. Alors aujourd'hui, on est vraiment ravis d'accueillir Axel Roy. Ça nous paraissait juste évident d'inviter un éco-organisme et de mieux comprendre ce qui se passe pour les éco-organismes. Et en plus, écosystème, hein, où on pense que la circularité dans le secteur des appareils électroniques et électriques est juste fondamentale. Donc, on s'est dit que c'était une bonne opportunité. Donc, merci Axel d'être là. Axel, je te laisse la main, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je me permets peut-être de partager mon écran si c'est OK pour vous. Hop. Du coup, je suis Axel Roy. Je suis ingénieur chimiste et spécialisé en chimie de l'environnement. Et j'ai travaillé dans plusieurs entreprises comme Bureau Veritas, Target, Ikea sur des missions toujours liées au développement durable, aux achats durables, à l'analyse du cycle de vie et à l'éco-conception. Et je travaille désormais chez Ecosystème. Je vous présenterai juste après ce qu'est Ecosystème. Je suis en charge notamment de l'expertise environnementale autour de l'éco-conception et de l'économie circulaire, avec pour but d'accompagner nos producteurs adhérents et toutes les parties prenantes dont vous faites partie pour eh bien, vous sensibiliser, accompagner, outiller sur les problématiques d'éco-conception et d'économie circulaire, notamment pour allonger la durée de vie des équipements électriques et électroniques au maximum. Et une fois que cette vie est allongée, eh bien, qu'on recycle au mieux pardon, les matières qui composent ces équipements. Donc voilà pour la petite présentation. Je vous propose de passer à la présentation d'écosystèmes tout particulièrement des éco-organismes. Donc juste peut-être pour rappel ou pour information, je ne sais pas si vous savez bien ce qu'est un éco-organisme, puisque c'est une entreprise un peu, on va dire, particulière dans le paysage des entreprises français. Donc un éco-organisme, c'est une entreprise qui est privée, mais à but non lucratif, et qui est agréée par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que un éco-organisme va soumettre un cahier d'agrément, aux pouvoirs publics qui acceptent ou non, ce qui est écrit dans ce cahier d'agrément, le challenge parfois, pour, confier, on va dire, la mission aux éco-organismes. Donc c'est une entreprise qui remplit une mission d'intérêt général, et pour ce qui nous concerne, qui va être en charge de collecter, les déchets d'équipements électriques et électroniques ou D3E, afin de favoriser leur réemploi et ou leur traitement. Voilà, il y a également, toute l'activité liée à la dépollution et au recyclage de ces équipements. Donc c'est une entreprise qui va être, un petit peu chef d'orchestre, coordinatrice, notamment via les éco-participations, dont je vous parlerai juste après. Et également dans une logique de promouvoir la réparation, des équipements électriques et électroniques. C'est pas seulement le recyclage, mais c'est, toutes les stratégies de durabilité, liées à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques et en particulier réutilisation, réemploi, réparation. Et donc un éco-organisme, ça va vraiment être un partenaire qui va, aider les producteurs et d'autres parties prenantes à, satisfaire leurs obligations réglementaires. Donc c'est un petit peu particulier puisqu'Écosystème va être, par exemple, administré par des producteurs d'équipements électriques et électroniques que vous connaissez tous comme, des Schneider, des Legrand, des But, des Conforama, des SEB, voilà, des entreprises comme celle-ci, des grandes entreprises qui vont venir nous confier, la gestion, eh bien, de leurs déchets d'équipements électriques et électroniques
en nous reversant leur éco-participation afin qu'on puisse remplir notre mission au mieux, comme cela est mandaté par les pouvoirs publics. Donc, si vous voulez, un éco-organisme, ce n'est pas un prestataire de logistique ou un prestataire de gestion des déchets ou un opérateur de traitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'employé d'écosystème qui va venir faire du recyclage ou faire de la réparation dans la réalité. Mais par contre, écosystème va être en charge de mutualiser l'ensemble des données, mutualiser l'ensemble des déchets, mutualiser l'ensemble des informations et de répartir et de faciliter cette bonne gestion pour qu'elle soit le plus économiquement et environnementalement viable dans le temps. Donc, on va faire appel à des prestataires pour venir gérer la collecte, le transport, la dépollution, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques pour ce qui nous concerne. Donc, l'idée, ça va vraiment être de donner une deuxième vie à nos équipements avec deux activités bien distinctes. La première qui est historique, qui est voilà, sous le principe de la responsabilité élargie du producteur et donc du principe du pollueur-payeur. On vient organiser la collecte, la dépollution et le recyclage de certains flux. Donc, écosystème est agréé sur plusieurs flux, que sont les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, professionnels, les lampes et les tubes et les petits appareils extincteurs. Et en fait, la mission des éco-organismes, à travers notamment la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, a évolué dans une mission autour de l'allongement de la durée d'usage des équipements électriques et électroniques afin de leur donner une deuxième vie, à la fois aux équipements en eux-mêmes, mais également aux matières, grâce à plusieurs leviers, comme le réemploi ou la réparation, par exemple. Donc, le périmètre d'action des éco-organismes a également largement évolué depuis quelques années pour se tourner vers ces nouveaux challenges, et notamment pour ce qui nous concerne, le réemploi et la réparation. Chez Ecosystem, nous sommes du coup environ 160 collaborateurs basés à La Défense. On cumule 17 ans d'expérience sur le sujet, donc autant de données environnementales et eh bien, d'expertise sur ces différents sujets. Euh, Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, l'année dernière, Ecosystem a collecté, dépollué et recyclé plus de 650 000 tonnes de déchets ménagers et 60 000 tonnes de déchets professionnels. Donc voilà, ça représente pas mal de déchets, sachant qu'on se partage le gâteau avec un autre éco-organisme qui représente environ 25 à 30 des tonnages, qui s'appelle Écologique. Donc voilà, le marché est scindé en deux sur notre filière. Donc il y a deux éco-organismes en charge des flux, notamment des équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels. Comme je vous le disais, Ecosystem va être administré par des producteurs, donc qui font partie du conseil d'administration, donc les grands noms d'entreprises que vous voyez ici. Mais il faut savoir qu'Ecosystem a en charge la gestion de la fin de vie et de l'allongement de la durée de vie de tout un tas d'équipements et qui sont représentés par plus de 5000 producteurs adhérents à Ecosystem aujourd'hui. Donc ça représente un large panel de producteurs qui doivent du coup se mettre en conformité à la réglementation. Donc, adhérer à un éco-organisme n'est pas obligatoire. Euh, Par contre, gérer la fin de vie de ces équipements électriques et électroniques est obligatoire. Donc, vous avez deux choix pour faire ça. Adhérer à un éco-organisme ou bien le gérer vous-même de manière individuelle. Donc, il y a des produits pour lesquels ça se passe plutôt bien, on va dire, où on a des parcs d'équipements électriques et électroniques qui sont bien identifiés, voilà, surtout sur des réseaux un petit peu plus professionnels où c'est facile de venir récupérer les équipements électriques et électroniques. Et sur tout un tas d'équipements où c'est très difficile de faire ça. Vous imaginez, par exemple, si un Seb devait venir aller chercher le grille-pain et le robot de cuisine chez tout un chacun, à chaque fois que celui-ci devient un déchet. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, c'est la raison d'être de l'éco-organisme de mutualiser cette gestion des déchets pour faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Donc, voilà, juste pour votre information, on compte entre 5 et 10 systèmes individuels en France sur notre filière pour plus de 20 000 producteurs qui sont adhérents à des éco-organismes. Donc, ça reste quand même très, très marginal.
Ce modèle, il est basé sur l'éco-participation. Donc l'éco-participation, vous la connaissez au final quand vous achetez un équipement électrique et électronique, par exemple une télévision, vous avez peut-être vu que vous payez dont 1 € d'éco-participation. Vous le voyez, c'est une étiquette qui est visible en France sur la filière des équipements électriques et électroniques. Et en fait, cette éco-participation, elle est perçue par le producteur ou elle est perçue par le distributeur qui va vous vendre la télé et elle est redistribuée à l'éco-organisme auquel le producteur est adhérent. Donc l'éco-participation, elle va servir à financer eh bien, la collecte, le transport, la dépollution, le recyclage, le réemploi et la réparation. Donc elle va absorber une partie des coûts des opérations d'écosystème. L'éco-organisme est également financé par ce qu'on appelle, nous, les recettes matières, c'est-à-dire la revente des matières recyclées. On a une partie des matériaux dont l'écosystème est propriétaire. Et donc, quand on vient faire du recyclage, notamment sur des métaux, des plastiques, etc., on est en capacité de venir revendre cette matière pour qu'elle puisse être réinjectée dans un système. Les recettes de la revente de cette matière sont reversées du coup à l'éco-organisme auquel le producteur est adhérent. Donc, un éco-organisme est du coup financé par deux moyens, l'éco-participation qui va représenter environ 65 à 75% de nos finances, et puis la recette matière qui va du coup représenter 35 à 25 à 35% de notre flux financier. Voilà. Donc cette éco-participation, elle est très variable et elle dépend notamment du coût que cela implique de venir recycler, réemployer, réparer un équipement électrique et électronique. Donc sur certains équipements électriques et électroniques très simples, entre guillemets, à venir recycler, par exemple, l'éco-participation est autour de 2 centimes. Sur certains équipements pour lesquels c'est plus compliqué, par exemple les équipements de froid, des frigos à la fois ménagers et professionnels, on peut avoir des éco-participations qui sont assez importantes et autour de 25 à 30 euros, suivant les appareils. Donc voilà, ça peut être quand même assez conséquent. Parfois, c'est très marginal. Par exemple, sur un téléphone à 1 000 euros, l'éco-participation est complètement invisible, carrément. Par contre, sur certains appareils, ça peut être plus important, certains appareils pour lesquels les enjeux liés à la dépollution, au recyclage, au réemploi et la réparation sont plus importants. Et la raison d'être vraiment d'un éco-organisme, eh bien, ça va être de mutualiser notamment l'ensemble de ses coûts, des opérations de recyclage, de la revente des matières recyclées, puisque ça vient au final diminuer le coût de l'éco-participation. On va dire que si chaque producteur faisait ça de manière individuelle, les coûts seraient bien plus importants que si on le faisait de manière mutualisée en affrétant des camions, on va dire, pour massifier des flux, faire du recyclage de manière massifiée pardon, sur ces équipements. C'est du coup beaucoup plus intéressant économiquement et environnementalement. Et c'est la raison pour laquelle les producteurs se sont regroupés autour des éco-organismes pour pouvoir gérer ça au mieux. Le périmètre d'activité d'écosystème a un petit peu évolué et il y a des vrais challenges du coup pour la filière qui doit un petit peu se réinventer. Si vous voulez, auparavant, on était mandaté notamment pour assurer le recyclage des équipements électriques et électroniques. Donc, peu importe un petit peu comment la collecte était gérée, peu importe comment la logistique était gérée, l'équipement, il était cassé ou on le considérait comme cassé. Ça allait dans les centres de traitement, ça passait dans un gros broyeur pour schématiser et on venait récupérer les matières qu'il y avait derrière. Là, la filière doit complètement se réinventer. Donc, le réemploi existe chez Ecosystem depuis quasiment son démarrage, mais maintenant, on a des objectifs très fixes et très précis sur le taux de réemploi qui doit être fait par Ecosystem. C'est-à-dire qu'un certain tonnage de nos flux que nous récupérons doit partir au réemploi. Et on s'en félicite, c'est une très bonne nouvelle. Mais ça implique des challenges, notamment sur les opérations d'écosystème, puisque vous pouvez imaginer que du coup, il faut prendre soin des équipements dans la façon dont on les collecte. Il ne faut pas qu'ils soient à l'air libre pendant X jours dehors. Vous imaginez si on laisse une machine à laver, qu'on la balance dans un camion,
et qu'elle a traîné pendant 10 jours à l'extérieur, il y a de fortes chances que sa réemployabilité soit assez faible. Donc du coup, on doit faire en sorte d'avoir des collectes qu'on appelle maintenant préservantes pour essayer eh bien, de gérer au mieux ces flux et puis attribuer, essayer de diagnostiquer au mieux quels équipements ont un potentiel de réemploi qui pourrait être suffisamment important pour qu'on les confie à des partenaires de l'économie sociale et solidaire ou de l'ESS, donc des réseaux que vous connaissez sûrement lorsque vous animez vos fresques, pardon, notamment le réseau Emmaüs, donc Emmaüs France, et le réseau Envie, qui sont deux partenaires, on va dire, historiques d'écosystèmes et pour lesquels une bonne partie des flux qui part au réemploi est attribuée. Ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, leur mission va être évidemment de favoriser le réemploi de ces équipements, mais aussi et surtout d'accompagner des personnes qui sont en insertion, qui sont un petit peu éloignées du marché du travail ou qui ont des difficultés sur le marché du travail classique, entre guillemets. Et ces structures vont pouvoir leur permettre eh bien, d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences autour de la réparation des équipements électriques et électroniques ou de leur reconditionnement, et ainsi favoriser leur réemployabilité, sans mauvais jeu de mots, sur le marché du travail une fois qu'ils sont sortis de ces structures. Voilà. Donc c'est aussi la mission d'écosystème de faire en sorte que, évidemment, cette transition environnementale se fasse aussi de la manière la plus juste possible et que on accompagne ces acteurs de l'économie sociale et solidaire en leur confiant suffisamment de gisements pour que ça puisse créer de l'emploi, faire tourner leurs magasins de seconde main, etc. Et ainsi en faire profiter toute la filière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel à laquelle écosystème est particulièrement vigilant. Voilà. Donc on a, juste pour vous donner quelques nombres, 3800 personnes qui ont été employées grâce à ces gisements qui ont été confiés, et dont 22% qui étaient en insertion. Donc c'est voilà, vraiment pas mal et on est très fiers de ça. Nos activités se sont aussi tournées autour de la réparation, qui est vraiment un tout nouveau périmètre pour les éco-organismes. Et là, l'obligation réglementaire pour écosystème, pour être très franc, ces initiatives ont été impulsées par la réglementation. Donc, c'est évidemment des choses auxquelles écosystème réfléchissait auparavant. Mais c'est vraiment la loi AGEC qui est vraiment venue donner cette impulsion et qui a fait qu'un fonds réparation a été créé de manière commune avec l'autre éco-organisme écologique et afin de faciliter la mise en place d'un dispositif d'incitation à la réparation hors garantie et faire en sorte qu'il y ait du coup un système qui fasse que les particuliers aient plus envie de venir confier leurs équipements à des réparateurs plutôt qu'à de venir les jeter de manière automatique. Donc, pour vous donner quelques éléments de contexte, l'idée, c'est vraiment de créer un réflexe de la réparation chez les Français, avec un objectif de plus de 2 millions de réparations supplémentaires en France d'ici 2027. Et ce référentiel, il s'appuie sur eh bien, un réseau de professionnels qui sont du coup labellisés selon le référentiel qui s'appelle Quali-Répar et qui peuvent appliquer ce qu'on appelle le bonus réparation à leurs clients. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez, je dis n'importe quoi, un grille-pain à venir réparer. Vous consultez l'annuaire de réparateurs qui sont labellisés Quali-Répar autour de chez vous. Donc ça, c'est fait voilà, de manière géographique. Et vous pouvez venir regarder dans un périmètre proche de chez vous quels sont les réparateurs qui sont labellisés par écosystème et par écologique et qui donc vous donne une certaine garantie que la réparation sera faite de manière convenable avec un certain savoir-faire, que c'est bien une entreprise qui a un cabis, un SIRET, etc. Et qui donc pourra vous faire bénéficier du bonus réparation et donc une diminution du montant de votre facture, peu importe la panne, mais qui là dépend de l'équipement. Donc je n'ai pas le nombre en tête d'euros pour un grille-pain, mais on va dire, vous pouvez avoir 15-20 euros de réduction sur votre facture directement par le réparateur. Donc, je vous expliquerai juste sur la slide d'après concrètement comment ça marche, mais l'idée, c'était vraiment de définir un cadre
qui donne du coup eh bien, une incitation à la réparation pour les équipements ménagers et qui sont hors garantie, donc pour lesquels il n'y avait pas forcément de solution auparavant. Et les fonds qui sont demandés sont du coup imposés par la réglementation et on tourne autour d'une enveloppe de 400 millions d'euros sur une période de 6 ans qui doivent être dédiés à ce fonds réparation. Voilà. Axel, le temps va vite. Si tu peux Oui, essayer de finir dans 6, 7, 8 minutes, ça serait chouette. ça marche. Alors du Et je pense coup, que bonus réparation, vous connaissez, voilà, on sait à peu près comment ça marche. Voilà, super. ça marche. Donc je passe à quelques Merci. exemples. Quelques exemples de bonnes pratiques. Moi, je suis particulièrement en charge des sujets d'éco-conception et d'économie circulaire. Donc, l'idée, ça va vraiment être de travailler avec les producteurs pour eh bien, faire en sorte ils mettent en place dès le début des bonnes pratiques d'éco-conception orientées à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques. Donc, par exemple, on met à disposition de manière publique sur notre site web, si vous voulez aller jeter un œil, des fiches de bonnes pratiques qui ressemblent à ça et qui donnent eh bien, des recommandations de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour favoriser, notamment dans ce cas-là, la recyclabilité des équipements électriques et électroniques. Donc, on essaie de faire ça de manière voilà, un petit peu ludique, un petit peu visuelle et que ça puisse inspirer notamment nos producteurs. Et c'est ce qui s'est passé avec le cas de l'Uni, qui est un fabricant d'équipements électriques et électroniques. Vous connaissez peut-être les petites boîtes à histoire. Je pense que Anne-France, toi, tu les connais bien aussi et tu en fais peut-être la promotion. Mais du coup, qui ont travaillé sur une version de leur boîte à histoire que vous voyez ici, qui est éco-conçue. Donc avec une diversité des matériaux qui est très faible, une diversité des couleurs qui est très faible, des assemblages qui sont également très minimes, donc un minimalisme, on va dire, sur la conception du produit. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'auparavant, leur production était plutôt basée en Chine et ils l'ont rapatriée en France, et que leur première version de la boîte à histoire avait un écran. Voilà, un écran qui était pas forcément utile. Et donc, du coup, pour favoriser l'imagination des enfants et faire en sorte qu'ils ne soient pas complètement captivés par l'écran, ils ont plutôt travaillé sur un jeu de LED pour faire en sorte eh bien, d'être toujours dans l'interaction avec les enfants, mais tout en laissant place à leur imagination. Et ça, c'était vraiment dans une logique d'éco-conception également de faire ça. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un écran sur cet outil ou est-ce que voilà, ce petit travail avec les jeux de LED suffisait? Il s'est trouvé que c'était un pari gagnant puisque voilà, cette boîte à histoire remporte beaucoup de succès. On accompagne également, comme d'autres exemples, des producteurs sur de l'intégration de matières recyclées. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On a d'un côté des recycleurs qui ont de la matière plastique recyclée à vendre. On a de l'autre côté des producteurs qui cherchent à acquérir de la matière recyclée, notamment des plastiques. Mais ces deux mondes ne se connaissent pas trop. Et nous, c'est vraiment notre valeur ajoutée en tant qu'éco-organisme, eh bien, de venir créer ce lien entre les producteurs et, dans ce cas-là, les régénérateurs de plastique, pour faire en sorte de pouvoir les mettre en relation et qu'une relation commerciale puisse se créer entre ces deux acteurs. Donc, c'est notamment ce qui a pu être fait via cet exemple de centrale vapeur qui a été développé par Seb qui du coup intègre du polycarbonate recyclé, toute la base noire qui a été voilà, identifiée sur la partie droite de la photo, est faite à partir de matière plastique recyclée qui provient de Veolia, il me semble. Et donc du coup, Écosystème a pu jouer un rôle dans la mise en relation entre ces deux acteurs et faire en sorte voilà, qu'ils se connectent et qu'ils puissent développer ensemble eh bien, une gamme de produits qui intégrait une partie de matière recyclée. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et enfin, un dernier exemple que l'on voulait promouvoir, c'était cette collaboration, notamment entre une entreprise qui s'appelle Coolrec et qui fait du recyclage notamment de ce qu'on appelle du blanc, donc du gros électroménager froid, donc des frigos, des congélateurs, ce genre de choses et qui ont du coup travaillé sur un procédé de tri des plastiques suffisamment fin
pour que eh bien, les flocons puis les compounds puissent eh bien, être en conformité avec les normes jouées en matière de sécurité, de substances dangereuses entre Coolrec et Playmobil, Playmobil qui est un adhérent écosystème, Coolrec un régénérateur de plastique avec lequel on travaille, pour faire en sorte que du vieux plastique de frigo puisse se retrouver dans des gammes de jouets, et ce de manière complètement sécuritaire pour les enfants qui jouent avec ces équipements, avec ces produits, pardon, qui les mettent à la bouche, etc. Donc, l'idée ici, c'était vraiment de vous dire que à partir de vieux plastiques de D3E, on est quand même capable de sortir de la matière qui soit suffisamment safe pour pouvoir être en conformité avec les normes jouées qui sont l'une des normes les plus contraignantes avec celle des emballages alimentaires notamment. Donc, on est quand même loin du paradigme qu'on pouvait avoir précédemment on va juste avoir du plastique sale, gris, et on peut rien en faire, on peut juste faire des bancs publics avec ou des pots de fleurs. Voilà, ce temps-là a changé et on a maintenant des régénérateurs de plastique qui sont quand même en capacité de sortir des matériaux qui sont exploitables et avec une forte valeur ajoutée pour des producteurs qui sont aussi friands d'intégrer ce type de matière dans les produits qu'ils mettent sur le marché. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai tout un tas d'autres exemples en tête, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez avoir plus d'informations et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Tu peux enlever peut-être le partage, comme ça on se voit plus discuter. Un grand merci Axel pour la clarté de ta présentation et d'avoir réussi à balayer toutes les fonctions d'écosystèmes. Donc c'est intéressant de voir comment les écosystèmes évoluent. Et tu nous l'as montré sur le réemploi, sur la réparation, sur ces projets de collaboration et d'éco-conception. Donc c'est vraiment passionnant. Alors, il y a pas mal de petites questions. Moi, j'ai envie de commencer par une petite question qui m'interpelle. Quand on voit le réemploi, ça reste une partie très faible. Je ne sais pas, on doit être à 2%, quelque chose comme ça, des quantités collectées. J'entends bien que ça soit pas simple et que ça va bouger, mais voilà, je veux te faire réagir là-dessus, sur ce 2%, et comment vous voyez évoluer les choses là-dessus. Oui, alors le 2% est très faible en effet, et l'objectif est à 5%, il me semble, du flux, et il y a des discussions pour qu'il passe à 10%. Donc voilà, ça deviendrait une part qui est quand même Mais ça reste plus encore grande. très faible. Voilà, ça reste très faible, mais aussi parce que en fait, on récupère des équipements qui ne sont pas éligibles au réemploi, tout simplement. Mais ça risque de s'améliorer. Voilà, en fait, il faut savoir que nous, on arrive beaucoup en bout de course. Et ce sur quoi on travaille actuellement, c'est plutôt sur des diagnostics quand on a un équipement en face de nous, est-ce qu'il vaudrait mieux plutôt l'envoyer en maximum, qu'on puisse envoyer au maximum d'équipements en réemploi. Honnêtement, si on arrive à faire 10%, on sera très content, puisqu'il y a tout un tas de circuits parallèles, entre guillemets, qui nous échappent. Voilà, si vous vendez une télé sur le bon coin, voilà, ça peut être assimilé à du réemploi ou de la réutilisation, mais c'est pas du tout comptabilisé dans les flux qui sont collectés par écosystème. Donc voilà, et on s'en félicite évidemment. Mais voilà, entre l'essor de la réparation d'un côté et l'essor du réemploi, tout finira au recyclage in fine, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais voilà plutôt ces objectifs-là, puisque tous les équipements n'ont au final pas un potentiel de réemploi qui soit suffisamment fort, entre guillemets, pour qu'on puisse les diriger de manière automatique vers ces filières-là. J'ai vu dans les commentaires, ça parlait un petit peu pièces détachées, le potentiel de gisement de pièces détachées, et c'est quelque chose que vous considérez ou pas? Alors à l'heure actuelle, non, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc ça doit être fait notamment en relation avec les producteurs. Voilà, ce sujet est un petit peu voilà, litigieux dans le sens où
Voilà, est-ce qu'on peut venir extraire des pièces détachées de certains équipements, de certaines marques, etc. À quel effet? Il y a aussi tous les enjeux liés à la sécurité, on va dire, liés à la réincorporation de ces pièces détachées. Si on utilise une PIEC, comme on dit, une pièce détachée issue de l'économie circulaire, eh bien, voilà, se pose tout le problème lié à la garantie de ces équipements, lié à la sécurité. Enfin, voilà, imaginons qu'il y a un équipement qui prend feu. Qui a la responsabilité? Est-ce que c'est le fabricant initial? Est-ce que c'est l'acteur qui a procédé au changement de la pièce détachée, etc. Donc, voilà, se pose encore plus ces questions quand la pièce est issue de l'économie circulaire. En tout cas, nous, on creuse beaucoup le sujet parce qu'on est conscient de la grande valeur de ces pièces qui sont présentes dans les produits. On a des producteurs qui font appel notamment à des acteurs du réemploi pour venir, par exemple, sur des lots d'invendus ou des lots de, je me souviens plus comment ça s'appelle, de quand on lance une machine, enfin, je sais pas, vous achetez une machine à laver, mais elle fonctionne pas. Je me souviens plus du terme de panne au démarrage. Je me souviens plus exactement du bon terme. Euh, Rappel des matériaux. voilà, voilà, c'est peut-être ça. Mais en gros, quand la machine fonctionne pas alors qu'elle est toute neuve, on a des producteurs qui font appel à différents acteurs, comme des acteurs du réemploi, pour, au lieu de tout envoyer au recyclage, de venir extraire certaines pièces détachées et que ça puisse être réintégré dans de nouveaux produits. Donc tout ça est en train de maturer, ça fourmille. Il y a pas mal d'initiatives à droite à gauche. Écosystème n'a pas encore de positionnement très clair, on va dire, par rapport à ça. Mais réfléchis bien à cette problématique, puisque voilà, c'est complètement illogique d'envoyer toutes ces pièces au recyclage alors qu'on peut sauver de la valeur en intégrant des boucles d'économie circulaire plus faibles. Je suis désolée, je vais faire le relais d'une dernière question. Tu nous as montré le modèle économique qui est à la fois basé sur les écomodulations. Et d'ailleurs, il y a une question, sont-elles assez élevées? Tu pourras y répondre. Et la revente de matières recyclées, ce qui implique que tout ce qui concerne le fonds de réemploi, le fonds de réparation, le réemploi, en fait, sont des charges de coûts pour vous. Ou est-ce que vous avez un intérêt financier à développer ces parties-là? Alors, les éco-participations et les recettes matières financent également les fonds réemploi et les fonds réparation. Donc, si vous voulez, nous, notre bilan financier doit être à zéro à la fin de l'année. Donc, on est une entreprise à but non lucratif. Donc, en effet, il y a eu des hausses de barème, donc des hausses des éco-participations pour venir en particulier financer eh bien, ces fonds réemploi et ces fonds réparation. Est-ce qu'on a un intérêt à ça? Si vous voulez, nous, on n'a aucun intérêt à favoriser. Enfin, nous, on n'est pas producteur d'équipements électriques et électroniques. La vraie question, c'est peut-être est-ce que les producteurs ont un intérêt à favoriser le réemploi et la réparation plutôt que de tout mettre au recyclage et donc de vendre de nouveaux produits? Là, je laisserai peut-être les producteurs répondre à cette question. Même si on voit que, en fait, ils le voient, la valeur. Enfin, voilà, je suppose qu'Anne France vous l'a bien appris aussi avec sa colline de la valeur. Mais on arrive à créer des systèmes, des business models où on montre qu'on peut créer de la valeur en favorisant le réemploi, la réparation, etc. Et les gros acteurs l'ont bien compris et s'y mettent très largement parfois au détriment de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est là où ça pêche un petit peu. Si vous voulez, de manière euh, environnementalement, c'est intéressant. Voilà. Nous, on pense aussi que la transition écologique doit aussi être solidaire. Et donc, ça nous dérange un petit peu quand on a des gros producteurs d'équipements électriques et électroniques qui, auparavant, se débarrassaient, entre guillemets, de ces équipements pour les envoyer au recyclage et qui maintenant s'approprient ce flux J'ai envie de dire que quelque en part, le on sent ces favorisant au réemploi. tensions autour du gisement et c'est finalement une bonne nouvelle. Enfin, on se rend compte que ça a de la valeur. Exactement. Et Euh, c'était on pas du tout le va, cas il y a 3 4 ans. Mais vraiment, il n'y avait pas du tout de guerre autour du gisement. Et maintenant, il y a une vraie tension autour du déchet qui a une vraie valeur. Elsa, tu peux partager des questions du chat ou les tiennes. Désolée, j'ai pris beaucoup de temps. Moi, j'avais une petite question. Alors, je relais aussi
enfin, des réflexions qui se sont passées sur justement par rapport à ce gisement. Donc on voit que le modèle économique de l'éco-organisme est quand même lié à justement à la vente de matières recyclées. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des indicateurs ou des modèles de rémunération de l'éco-organisme qui seraient justement sur la vente d'un gisement qualifié à des opérateurs de réemploi, de reconditionnement? Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouvelles sources de revenus pour l'éco-organisme qui flécheraient quelque part le gisement plutôt vers des acteurs du réemploi et donc d'élargir aussi les acteurs qui sont bénéficiaires de votre gisement? Si, tout à fait. Ça fait partie des réflexions qui sont en cours. Voilà, en fait, dans la filière des équipements électriques et électroniques, notamment, le business model de l'éco-organisme doit se réinventer. Donc, ça fait partie des pistes qui sont envisagées. Je sais que voilà, c'est des discussions qui ont lieu dans les hautes sphères stratégiques dont je ne fais pas partie. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus, mais ça fait typiquement partie des questions qui sont en train d'être abordées pour pouvoir être économiquement viable et faire en sorte de ne pas se faire bypasser, entre guillemets, et que l'éco-organisme puisse continuer à contribuer à sa mission d'intérêt général. Super, j'essaye de me faire le relais de questions, mais sinon, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Moi, j'avais eu cette question, vu en tout cas, le niveau des éco-participations est-il suffisamment élevé? De ton point de vue, comment tu vois les choses de l'intérieur? Et vu tous les projets que tu mènes, où j'imagine, tu aurais envie de pouvoir les développer, peut-être qu'il y a un parallèle à faire. Euh, Cette réponse est un petit peu difficile à amener. Honnêtement, pour un téléphone, auparavant, l'éco-participation, c'était 2 centimes. Et pour moi, c'était clairement pas assez élevé au vu de l'impact environnemental, pas seulement climatique, mais sur l'épuisement des ressources minérales, notamment, que cela implique. Après, l'éco-participation, elle est basée sur notamment la difficulté à venir recycler, réparer, réemployer un équipement et un téléphone, bah, ça, c'est relativement facile. Voilà, donc il faut voir un petit peu ce que ça implique. La... Ce qui est un petit peu compliqué à répondre, c'est que comment dire, la définition, entre guillemets, ou ce qui se cache derrière l'éco-participation tend un petit peu à évoluer. Auparavant, c'était ça. Qu'est-ce que ça coûte de venir recycler? Bah, on applique une éco-participation. Voilà, ça c'est un petit peu en train de changer, où on a notamment le dispositif d'éco-modulation que vous connaissez peut-être. En gros, on a une éco-participation de base, et cette éco-participation, elle peut être modulée selon des critères d'éco-conception. Donc, les éco-organismes travaillent pour mettre en place ce dispositif d'éco-modulation. Et par exemple, sur un lave-linge, l'éco-participation peut être plus faible pour un lave-linge qui a un indice de réparabilité très fort et plus forte pour un lave-linge qui a un indice de réparabilité plus faible. Donc l'idée, c'est un petit peu de favoriser les bons élèves et de pénaliser, entre guillemets, les mauvais élèves sur des actions d'éco-conception. Et cette éco-modulation, elle peut avoir un prix très élevé et la loi indique que cela peut représenter 20% du prix du produit. Donc vous imaginez je vais prendre l'iPhone qui n'est pas adhérent au écosystème, voilà, un iPhone à 1000 euros. Ce n'est pas le cas, mais la loi indique qu'il peut y avoir une éco-participation qui peut aller jusqu'à 200 euros. Donc là, l'éco-participation serait quand même assez importante et ça peut venir changer des choses. Donc, ce n'est pas forcément les ordres de grandeur qui sont annoncés aujourd'hui. On est plutôt entre 10, 20, 30, 40 euros de primes et pénalités en fonction des critères et en fonction des produits. Mais ça commence à devenir assez important. Voilà. Donc, cette éco-participation qui peut être perçue comme étant faible ou dérisoire, enfin voilà, 2 euros, 2 centimes d'éco-participation sur mon iPhone, bon, je me rends pas bien compte de l'impact environnemental du recyclage ou de la réparation, du réemploi en fin de vie avec ce montant voilà, assez modique.
C'est en train d'évoluer et l'éco-participation commence à refléter de nouvelles choses et notamment autour des critères d'éco-conception de manière beaucoup plus forte. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place, mais voilà, si vous posez la question à nos producteurs, les éco-participations sont beaucoup trop élevées et voilà, il n'est absolument pas possible de les augmenter. Voilà, donc tout dépend un petit peu du point de vue. D'où les problèmes de gouvernance des éco-organismes, forcément. C'est exactement ça. Enfin, voilà. Pour être très honnête, c'est difficile de concilier à la fois les desiderata des producteurs et celles des pouvoirs publics. Donc voilà, tout est une question de compromis. Les éco-organismes ne sont pas, on va dire, soumis aux décisions des producteurs ou soumis aux décisions des pouvoirs publics. Voilà, c'est une instance qui est libre mais qui gravitent autour de nombreuses parties prenantes qui peuvent parfois avoir des avis qui peuvent être divergents. Et c'est un petit peu notre mission, eh bien, de faire en sorte d'orchestrer, de piloter un petit peu ça et faire en sorte de trouver ces compromis, de favoriser le fait que la filière avance dans le bon sens sur ces différents sujets. Voilà. Donc, l'équilibre est difficile à trouver, mais j'espère qu'on arrive à le trouver. Mhm. On va essayer Sarah, de tu faire une veux... dernière question. Oui, Sarah, vas-y. Oui, donc, en fait, dans la continuité de ça, la question que je voulais poser, mais en fait, vous venez de répondre en partie, cette disconfort entre les différentes parties prenantes parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Est-ce que vous avez un rôle aussi d'éducation auprès des producteurs, non seulement d'éco-concevoir avec des nouveaux matériaux, mais de faire en sorte que les produits durent beaucoup plus longtemps et qui vont forcément impacter dans ce cas sur leur vente, donc ça va un peu en contre de leurs objectifs financiers. Est-ce qu'il y a une sorte d'éducation qui pourrait aller dans l'autre sens? Oui, alors l'éducation va complètement dans le sens que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous, on prône vraiment les valeurs autour de la durabilité des produits électriques et électroniques. Pour vous donner un exemple très concret, il y a moins d'un mois, on a organisé un webinaire sur la sobriété où on disait à 300 personnes de pas acheter des nouveaux produits et faire en sorte voilà, de se tourner vers des business models qui sont plus sobres. Donc, on a une mission également qui est mandatée dans notre cahier d'agrément, qui est comment dire, également planifiée par le secrétariat général de la planification écologique, où il est clairement écrit que les éco-organismes ont une mission également liée à l'éco-conception, à la sensibilisation à ces nouveaux enjeux à la possibilité de switcher vers des nouveaux modèles d'affaires. Et c'est là qu'on fait appel à des consultants, des experts comme Anne-France qui peuvent voilà, prendre le relais sur ces différents sujets. Donc c'est complètement dans notre mission de pouvoir faire ça. Et nous, ça ne nous semble pas antinomique de pouvoir promouvoir ça. Juste pour peut-être une information sur la gouvernance, on a un conseil d'administration, mais on a aussi et surtout un comité des parties prenantes qui regroupe des producteurs, des fédérations de producteurs, mais également des associations, des collectivités, des recycleurs, des acteurs de la réparation, etc., des acteurs du réemploi, et qui, eux, ont tout à fait leur mot à dire sur la stratégie d'écosystème et les orientations que doivent avoir les éco-organismes. Donc, il y a tout un tas de comités qui pilotent les éco-organismes, dont ce comité des parties prenantes qui est très important puisqu'il permet de rebasculer un petit peu eh bien, le pouvoir que pourraient avoir les producteurs en faveur bien d'autres parties prenantes qui ont potentiellement des avis un petit peu divergents. Il est question, il me semble, de revoir aussi la gouvernance des éco-organismes. Je n'ai pas précisément en tête la forme que ça pourrait avoir. Donc, est-ce que ça pourrait être un autre comité inter-filière REP? Voilà, peut-être quelque chose comme ça qui se profilerait pour assurer la bonne gestion et la bonne cohésion entre les différents éco-organismes. Mais voilà, il y a déjà tout un tas de choses qui sont en place, tout un tas de garde-fous, de sécurité qui sont en place pour qu'on soit bien au fait de ne pas privilégier les intérêts des uns par rapport aux autres et faire en sorte que ce soit quand même assez équilibré.
Je vois le temps qui tourne. Je pense qu'on aurait encore pour 2 heures de questions et de discussions. Ça montre notre intérêt pour cette activité-là. Un grand merci. Je pense qu'on est tous très engagés dans les gens qui participent. On a tous envie que ça aille plus loin. Donc, c'était très intéressant de voir aussi tout ce que vous faites, comment la mission évolue, comment vous êtes en changement, et puis toutes les étapes qui restent à faire. Donc, c'était intéressant qu'on puisse avoir cette discussion. Un grand, grand merci, Axel, d'avoir passé ce temps avec nous. Le premier retour montre que ça a intéressé beaucoup de monde et que ça a bien clarifié les choses. Donc, un grand merci à toi. Merci à tous. Et si vous voulez plein d'infos, on a un super site web, écosystème.eco, où vous retrouvez tout un tas de réponses aux questions que je vois dans le chat. Et puis n'hésitez pas à me solliciter, Anne-France, pas de problème pour passer mon mail si jamais il y a d'autres questions. Voilà, ce fut un plaisir d'être avec vous pour ce déjeuner. Merci beaucoup, Axel.